Bonjour à tous. Merci Marie-France. Je vais commencer ma prise de parole par quelques remerciements également. Je poursuivrai par mon témoignage d'accompagnant de mon fils, Gaspard, âgé de 12 ans et porteur du syndrome de Prader-Willi, détecté quelques jours après sa naissance. Donc tout d'abord, je retiens également à remercier l'ensemble de l'API et pour son engagement auprès de ce syndrome, que ce soit l'accompagnement au quotidien dans les différents établissements, que l'organisation de cette conférence. Mais aussi pour sa réflexion pour l'amélioration de la qualité d'accueil des résidents porteurs du syndrome de Prader-Willi. Dans tous les cas, c'est un engagement bienveillant qui va dans le sens de l'inclusion des personnes et de l'aide aux aidants. Je tiens également à remercier ma femme, bien sûr, ma famille et nos amis présents dans la salle. Leur présence confirme aussi leur engagement auprès de notre fils, de notre fille et de nous-mêmes. Ils ont toujours répondu présents pour nous aider dans l'épanouissement de Gaspard. C'est une aide précieuse. Je tiens à remercier aussi l'association de l'APF France Handicap, présent également dans la salle et qui accompagne également Gaspard quasiment depuis 10 ans maintenant. Ils ont alors actif de grands succès espérés grâce à leur travail. Les plus représentatifs sont certainement l'équilibre à vélo. Ça paraît dérisoire, mais c'est énorme pour vous. 3 ans pour pouvoir monter sur le vélo, avancer, lutter, tomber, se relever et repartir. Mais aussi l'intégration dans les dispositifs ULIS permettant d'assurer à Gaspard une scolarité adaptée et en lui permettant d'atteindre la lecture, l'écriture et une culture générale transmise par l'éducation nationale. Je remercie également l'association L'Envol qui organise des séjours réguliers pour les personnes porteurs du syndrome et pour les porteurs de syndrome en général et dont le syndrome de Prader-Willi, ou alors des week-ends de répit pour les aidants, des week-ends dédiés aux fratries. Ce sont des séjours intenses pour leur famille qui ne laissent pas indifférents lors du retour. L'Envol n'est pas présent aujourd'hui, mais salue notre initiative pour l'organisation de cette conférence. Je tiens à remercier aussi mon employeur, oui, mon employeur, qui a tout fait depuis la naissance de Gaspard pour m'aider, pour me dégager du temps et m'assurer une grande disponibilité. C'est une grande chance et malheureusement trop rare de la part des employeurs pour être souligné aujourd'hui. Je tiens à remercier le docteur Cunin, chirurgien orthopédiste au HFME, l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon, et ses équipes qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui, mais qui ont su accueillir Gaspard lors de son intervention chirurgicale de novembre dernier. Leur connaissance du syndrome de Prader-Willi et leur bienveillance nous ont permis un séjour d'une semaine rassurant. De nombreux témoignages pour des interventions similaires ne peuvent pas en dire autant à cause du manque de connaissances spécialistes sur ce syndrome. Pour cela, je tiens à remercier le Dr Chin, présente aujourd'hui pour avoir fait sa thèse sur le syndrome de Prader-Willi, merci, et pour être aussi présente aujourd'hui malgré une nuit aux urgences. Merci à vous d'être là. Je tiens aussi également à remercier celui qui a su mettre Gaspard sur les rails de l'accompagnement dès sa naissance, et qui malgré son absence suite à un accident tragique, sont toujours d'actualité aujourd'hui, 12 ans après. Je parle du Dr Philippe Barré. Je tiens à remercier tout particulièrement également le professeur Nicolino, qui accompagne également Gaspard depuis 12 ans maintenant, qui a pris le relais au docteur Barré et qui nous aide aussi grâce à ses conseils avisés, grâce à sa vision scientifique et médicale des évolutions et des connaissances de ce syndrome complexe. Sa bienveillance et son professionnalisme l'a conduit à nous rejoindre aujourd'hui. C'est une chance pour nous tous. Monsieur Nicolino, merci. Vous l'aurez constaté, pendant ces quelques remerciements sincères, le terme accompagnement, le terme aide, le terme bienveillance sont revenus plusieurs fois. Alors quoi de plus normal, quoi de plus légitime pour une association d'amis et d'enfants inadaptés, comprenez ADAPI, que d'organiser une conférence sur le syndrome de Prader-Willi portée par de nombreux résidents. J'en ai donc fini avec mes remerciements. Je vais donc passer sur mon témoignage, un témoignage qui s'appuie en 4 points. Les difficultés, les inquiétudes des porteurs du syndrome et des aidants, les victoires, qui sont aussi nombreuses et qu'on ne souligne pas assez, les doutes et les frustrations, qui sont également présentes au quotidien pour nous, et enfin, l'espoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la difficulté majeure du syndrome est aujourd'hui, pour moi, d'intégrer un enfant, un adolescent hors norme, donc comprenez par hors norme, porteur d'un syndrome, donc hors norme, donc dans une société ultra normée. Cette mission
C'est la mission de tout parent, mais elle est plus complexe lorsque le handicap doit être pris en compte. Le 14 février, donc, le jour de la Saint-Valentin, 14 février 2013, Gaspard est né à la maternité de Bourg-en-Bresse. Dans la salle d'accouchement, une ambiance pesante s'est tout de suite fait sentir. L'enfant est là, mais montre les premiers signes d'hypotonicité. Il n'a pas pleuré, il se laissait complètement aller. Les quelques jours qui ont suivi ont accru l'inquiétude. Nous sommes transférés de la maternité vers un service de néonatologie. Gaspard ne tète pas, il ne bouge pas ou peu, il ne pleure toujours pas. Les pédiatres signalent une couleur de cheveux blond vénitien, des yeux en amande, une hypotonicité généralisée, des bradycardies fréquentes. Les premiers signes viennent d'être identifiés. La sonde nasogastrique est posée, des examens approfondis sont lancés, et enfin, le diagnostic. Les 3 laboratoires sollicités sont unanimes, une délétion sur le chromosome 15 est démontrée, Gaspard est porteur du syndrome de Prader-Willi. Il sera donc handicapé à un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%. Quand je parlais de société ultra-normée, on est en plein dedans. Les 3 ou 4 jours prévus à la maternité et présentés lors des séances de préparation à l'accouchement se transforment en plusieurs semaines, en plusieurs mois, sans prévision de sortie. C'est annoncé quand il finira ses biberons. C'est dingue. Toute la magie de l'accouchement et de la naissance prend une toute autre saveur. L'inquiétude de notre entourage devient très compliquée à gérer. Puis arrivent les premiers biberons finis, le retrait définitif de la sonde nasogastrique et enfin la sortie de l'hôpital. 8 semaines après sa naissance, un premier répit après 2 mois intenses. Les premiers traitements hormonaux arrivent vers 12 mois, l'hormone de croissance c'est la thyroxine, puis quelques années après, les matériels médicaux. Les corsets de nuit et de jour très jeunes, les botilos, les appareils de mobilité pour apprendre à marcher, les semelles orthopédiques, plus classiques, les lunettes. Voilà, c'est tout mis en place, c'est lourd à gérer, ça nécessite un rendez-vous, c'est lourd. Ensuite, les troubles du sommeil et ces contrôles qui rentrent aussi dans le cadre du syndrome, mais aussi lors du suivi de traitement par hormones de croissance. Les nuits en plus à l'hôpital, bardées de capteurs, toujours compliqué. Suivent la perte de la satiété vers 3 ou 4 ans avec la recherche de nourriture constante. Ce n'est pas une obsession permanente pour Gaspard. Aujourd'hui, grâce à des règles simples comme des repas équilibrés, pris à l'heure fixe, en annonçant le menu et en mangeant dans des assiettes à dessert, plus petites, donnant une impression d'assiette bien remplie, Gaspard arrive à se contrôler. Malgré, c'est vrai, quelques loupés. Le plus terrible lors de ces moments d'oubli est qu'il sait qu'il commet une erreur, mais dans ce moment, il ne peut plus se contrôler. Il mange en cachette et cache le paquet de gâteau ou la peau de banane ou l'épluchure de la mandarine comme il peut. Mais depuis peu, il commence à nous alerter lorsqu'il est tenté. Il nous demande de débarrasser la table, il nous demande de bloquer l'accès à la cuisine. Il nous signale même lorsque les règles alimentaires demandées... point important. Il nous signale même lorsque les règles alimentaires demandées à son entourage ne sont pas respectées, comme la distribution de rab à la cantine. Et oui. Mais aussi le pain au chocolat acheté en même temps que le pain prévu pour le repas du midi. C'est sans doute la partie du syndrome la plus complexe à accompagner. À 2 ou 3 ans, nous commençons à constater aussi les routines quotidiennes, chronophages, envahissantes, qui ont l'air inutiles de l'extérieur, mais qui sont indispensables pour ne pas tomber dans des frustrations fortes et des mauvaises gestions d'émotions, voire des colères incontrôlables. À 5 ans, la scoliose est détectée et le premier corset mis en place les corsets mis en place jusqu'à l'arthrodèse. L'opération chirurgicale visant à immobiliser la colonne vertébrale, droite ou quasi, pour protéger la moelle épinière d'une rupture, retrouver un équilibre et redonner aux poumons la place de s'expanser lors de la respiration. Aujourd'hui, Gaspard se sent plus fort, plus endurant et on ressent en lui une volonté de reprendre l'activité physique, comme la randonnée ou retourner à la piscine. Le sport a toujours été très prononcé dans notre foyer, même avant l'opération. Nous avons également eu des rendez-vous médicaux inutiles avec des diagnostics aberrants. Gaspard ne marchera jamais, il n'ira jamais à l'école. Des diagnostics qu'il faut savoir encaisser, il faut savoir admettre et savoir passer le temps. Enfin, arrivèrent le temps des décisions lourdes pour les parents. Le pari de rester employés tous les deux à temps partiel sur les 6 premiers mois pour sa maman,
plus à temps plein, de conserver une vie associative riche pour nous permettre des temps à soi, mais nous obligeant à des organisations complexes ou à solliciter une aide extérieure, souvent supportée par les grands-parents, mais nous garantissant une prise de recul, une absence de frustration, de saturation, ou d'enfermement dans le handicap, prévenir la surcharge cognitive lors des pics de stress. Et enfin, pour conclure avec les difficultés, désolé, c'est un peu long, mais pour conclure avec les difficultés, la chance des prises en charge, mais qui se transforme aussi en course aux places disponibles. La première prise en charge était chez son assistante maternelle, dont sa place était réservée bien avant la naissance, mais qui, après annonce de handicap, a eu un moment de doute sur ses facultés à garder Gaspard tous les jours, en sécurité et en communauté avec les 3 autres jeunes enfants gardés. Ces 5 années de garde se sont avérées finalement excellentes, et nous avouer que malgré le doute initial, ça avait été une chance, un second souffle dans sa carrière. La course aux places disponibles aussi, au sein des associations d'accompagnement, comme l'APF, comme l'ADAPI, comme les dispositifs Ulysse, ou voire les associations sportives. Une course aux places qui prend lieu aussi lors du turnover récurrent des professionnels qui relancent la course à chaque fois. La course aux places, mais aussi la course aux documents médicaux et paramédicaux obligatoires pour la constitution du dossier MDPH, récurrent, 85 pages pour la procédure simplifiée. Leur temps de traitement de plusieurs mois et leur réponse, voire leur refus, nécessitant également des recours administratifs lourds et chronophages. Mais aussi les victoires. C'est le point numéro 2. Les rencontres de tout horizon et de toute personne touchée de près ou de loin par le syndrome, la bienveillance est sûrement la victoire la plus enrichissante que peuvent nous offrir les personnes porteurs du syndrome. Les bonnes surprises, comme l'intégration de Gaspard, l'intégration réussie au collège, sûrement grâce au groupe de camarades de l'Ulysse, tous pris en charge par l'APF France Handicap, sûrement grâce au coordinateur du dispositif Ulysse du collège, mais aussi en partenariat avec le dispositif Ulysse de l'école élémentaire de Polien, mais aussi grâce à tout le travail d'accompagnement fait en amont, dès la rentrée, par les équipes pédagogiques, par le collège, par les équipes pédagogiques de l'école et du collège, par l'équipe de l'APF, les visites au collège nombreuses, etc. Une autre victoire, plus simple, celle qui donne saveur au succès. Elle est plus douce. Connaissez-vous la saveur d'une glace à la vanille? Une glace à la vanille dégustée de manière inopinée durant une sortie en famille, à vélo, en vacances. Elle est indescriptible, tellement uniquement. La glace à la vanille permet de défier les contraintes alimentaires quotidiennes, de sortir du cadre du handicap et de vivre simplement un moment de famille, simple et sans contrainte. La sortie à vélo a été obtenue grâce à 3 années d'efforts collectifs, la famille, l'APF, etc. C'est une grande victoire, mais mieux, c'est un grand souvenir de famille. L'atteinte de la nage avec aisance, sans baptême de plongée en bouteille, du premier texte lu, de la première initiative réussie, et plus simplement, le premier maintien de tête, le premier cri à 6 mois, le premier pas à 3 ans, la propreté, la première rentrée scolaire, et même la première punition. Mais tout ça, ça ouvre les frustrations. Les frustrations, les doutes. Pardon, je suis un peu ému de regarder tout ça. La frustration, la première frustration que nous vivons quotidiennement, c'est le non-respect par l'entourage des règles évidentes à mettre en place sur les règles alimentaires, malgré les documents officiels, comme les PAI, malgré les rappels. Le doute pour s'engager vers une seconde grossesse, désirée mais redoutée. Pardon. Seconde grossesse nécessitant la gestion de la pression de l'entourage et du monde médical. Grossesse annoncée à risque, pour nous rassurer. L'engagement dans le protocole de surveillance avec l'amniosynthèse et ses risques. Sur le courage ou l'inconscience du risque de revivre la même chose avec sa sœur cadette de 4 ans, non porteuse, mais largement impactée par le syndrome. Nous avons aussi vécu des incompréhensions en raison des différences marquées entre le comportement quotidien de notre fils et des informations disponibles en ligne sur des sites spécialisés. Même si l'ensemble des traits de caractère sont là, et certains sont plus marqués que d'autres bien moins. Ce constat
vient là aussi de l'intensité des symptômes variables d'une personne à l'autre, de leur accompagnement. Mais ces écarts peuvent nous interroger. Et dans ce cas, seule la confiance aux médecins spécialisés, pour nous, le docteur Nicolino, que nous voyons au mieux 2 fois une demi-heure par an, nous permet de comprendre la complexité du syndrome, mais aussi de prendre conscience de l'efficacité des prises en charge, de l'efficacité des protocoles, de l'efficacité des stimulations quotidiennes, et ce, depuis le plus jeune âge. Ce point souligne l'importance de la veille médicale et scientifique sur ce syndrome et de la remise en cause permanente des protocoles. Peu importe l'organisme qui accompagne ce syndrome, il n'a pas le droit à l'immobilisme. Il doit rester actif pour assurer une veille sur les avancées médicales, scientifiques, médicamenteuses, protocolaires et assurer de fait la meilleure inclusion possible pour la personne au sein de notre société. Et grâce à ces protocoles et ces prises en charge, naît l'espoir, le dernier point. L'évolution de la recherche et des améliorations médicales, les médicaments, comme premièrement les médicaments limitant la sensation de faim qui devraient arriver sur le marché dans les prochaines années, je pense que le professeur Nicolino va nous en parler tout à l'heure, comme les points suivants. L'hormone de croissance injectable, de manière hebdomadaire, donc plus quotidienne, dont les protocoles de prescription seront bientôt opérationnels pour Prader-Willi, enfin j'espère. Les initiatives comme le FAM, sous la Roche, le foyer d'accueil médicalisé sous la Roche, qui accueille à temps plein les adultes porteurs du syndrome. Ces établissements ouvrent des perspectives rassurantes pour nos enfants sur le long terme, et donc pour nous, les parents. Les protocoles d'accompagnement qui sont en train de se redéfinir pour donner suite aux nombreux plans d'expérience, d'échange d'idées, d'enquêtes, souvent pilotés par le Centre de recherche de Toulouse. La prise de conscience sur le manque d'efficacité et de réactivité des pouvoirs publics sur la question du handicap. Il suffit de voir le triste constat des 20 ans de la loi handicap, mais aussi, et à contrario, les tentatives de procédures simplifiées pour les créations des dossiers MDPH. Les conférences, de plus en plus nombreuses, comme aujourd'hui, sur notre territoire, mais aussi à l'étranger, et l'engagement associatif, qui permettent d'échanger sur les difficultés et les solutions à apporter. Bref, la complexité du syndrome, liée à sa méconnaissance, rend l'intégration de la personne hors norme très complexe dans notre société normée. Les limites physiques, les limites cognitives, les limites sociétales, les limites administratives sont très vite atteintes, et le repousser est une lutte quotidienne et qui alterne par de grandes victoires, mais aussi par de grandes frustrations. En conclusion, la mise en lumière des défis et des victoires que nous avons rencontrés souligne l'importance de l'accompagnement, de l'aide et du soutien apporté par les associations, par les professionnels de santé, par les amis et par la famille. Malgré de nombreuses difficultés, les progrès réalisés grâce aux traitements hormonaux, aux initiatives diverses et aux protocoles d'accompagnement redéfinis offrent un espoir tangible pour l'avenir. La prise de conscience croissante des pouvoirs publics et l'engagement associatif permet d'améliorer l'intégration des personnes hors normes dans notre société sur le long terme. En somme, pour nous, ces efforts collectifs et ces avancées prometteuses assureront une meilleure qualité de vie et une inclusion plus harmonieuse des personnes atteintes du syndrome de Prader-Willi. Je vous remercie.